Dans ce journal, vous entendrez le président du PNDS qui s'est prononcé sur la situation politique de notre pays, dont entre autres l'élaboration du fichier électoral. Ensuite, nous parlerons dans cette édition des assises régionales de la planification conjointe des interventions dans le complexe WAPO. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP est convoquée pour demain, mercredi 11 novembre 2015, à la salle Margou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, dont l'examen des travaux de la commission chargée de la sélection du deuxième rapporteur du CFEP. Cependant, les points proposés par le chef de file de l'opposition ne sont pas retenus. Par conséquent, l'opposition décide de boycotter cette réunion. Comme je le disais dans les titres, le président du PNDS Tareya a accordé ce matin un entretien à la radio-télévision Labari qui a porté sur la situation politique du pays. Dans l'extrait qui va suivre, Mohamed Bazoum revient sur la polémique autour de l'élaboration du fichier électoral. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Il y a le problème du travail qui a été accompli dans le recensement, qui a été validé par le CNF, le Conseil national du fichier électoral biométrique, qui regroupe l'ensemble des partis politiques du Niger. Tous, de façon unanime, le 23 septembre, ont dit que le travail qui a été accompli est un excellent travail. Et le jugement est basé sur la supervision qui a été réalisée par les partis politiques en question. Les travaux ont été validés commune après commune par l'ensemble des acteurs électoraux et notamment, principalement, en l'occurrence, les partis politiques. Donc ce travail de recensement, il a été très bien fait. Il y a eu une validation qui a été tout à fait possible parce que les acteurs ont estimé que le travail qui a été accompli l'a été dans des conditions tout à fait acceptables, tout à fait remarquables même, dois-je dire. Des explications ont été données sur les différents manquements tels qu'ils ont été adoptés, tels qu'ils ont été constatés, et une typologie justement des lacunes a été dressée et une correction est en train d'être mise en œuvre. On nous a expliqué que c'est quelque chose de tout à fait rattrapable, qui sera rattrapé, et le 30 novembre, plaise à Dieu, le CFEP va remettre le fichier au gouvernement et la CENI va s'en servir pour imprimer les cartes électorales. Nous avons donc par conséquent un peu plus de 2 semaines pour que toutes les erreurs qui ont pu être constatées soient rattrapées. Nous sommes très confiants que maintenant quelques agents de saisie ou quelques représentants des commissions locales du CFEB qui sont à Niamey n'aient pas été payés pour leur perdium et manifestent leur mécontentement à travers des actes un peu comme ceux que vous avez eu à décrire, c'est une autre affaire qui n'a rien à voir avec la fiabilité du CFEB. Évidemment, malheureusement, c'est des choses tout à fait regrettables, mais ce sont des affaires d'intendance. Ensuite, aujourd'hui s'est déroulée la clôture de l'atelier du programme d'appui à la société civile au Niger. Un programme qui travaille depuis 2011 au renforcement du dialogue politique et la capacité des organisations de la société civile. Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. La rencontre à travers cet atelier de clôture du programme d'appui à la société civile PASOK 2 sera consacrée à la présentation des résultats atteints par le programme, surtout que le PASOK a été un outil indispensable au renforcement et à la contribution de la société civile du Niger. Malgré les défis et les difficultés, le PASOK a été un outil indispensable au renforcement et à la contribution de la société civile du Niger, ainsi qu'un outil de dialogue et de coordination efficiente et efficace. Nous arrivons aujourd'hui à une étape charnière avec la finalisation du programme et la préparation du nouveau projet d'appui à la société civile qui sera mis en œuvre à partir de l'année prochaine dans le cadre du 11e FED. Le nouveau programme devra tenir compte des approches entamées par l'Union européenne en vue d'une meilleure efficacité et coordination de l'aide. C'est le cas, par exemple, du processus de programmation conjointe
qui vous sera présenté cet après-midi. Ce dispositif a pour objectif une meilleure transparence et une synchronisation renforcée des actions de l'Union européenne, de ses États membres et de la Suisse qui s'est associée à l'exercice. Le PASOK 2 ayant connu des réalisations significatives, ces acquis se doivent d'être pérennisés et renforcés dans la phase 3. Le financement de 265 micro-subventions pour un montant de 1,489 129 844 dans le cadre de l'appel à proposition régionale. Le financement de 12 projets donc dans le cadre de l'appel à proposition culture, ce qui est véritablement une nouveauté. La tenue de 65 ateliers de formation ayant touché 2317 personnes. L'appui à l'amélioration du cadre juridique, projet de loi sur le régime des associations, protocole d'accord type 2016-2020. Ces acquis que je viens de citer méritent d'être renforcés dans le cadre d'une troisième phase donc du PASOK. À cet effet, les formations devront être poursuivies en ciblant plus précisément les bénéficiaires et en définissant des prérequis pour homogénéiser la participation. Recourir à une expertise plus large pour aboutir à la production de référentiels de formation. Outil de dialogue et de coordination efficiente et efficace. Le PASOK a également favorisé le dialogue et la concertation entre le gouvernement, la société civile et l'Union européenne. Les assises régionales de la planification conjointe des interventions dans le complexe WAPO ont débuté ce matin au palais de congrès de Niamey. Cette rencontre vise la mise en œuvre du programme d'appui au parc de l'Entente. D'autres précisions avec Michel Deji et Abdel Nasser Seydou. C'est une rencontre dont l'objectif principal est de permettre aux principaux intervenants de s'accorder sur une stratégie commune et de préciser leur rôle pour une programmation harmonisée de leurs actions au titre de l'année 2016 dans les 4 pays concernés avec pour enjeu majeur la conservation et la gestion durable des écosystèmes du complexe WAPO par les institutions nationales en charge des aires protégées des États membres bénéficiaires de ce programme de l'UEMOA. Cette approche complémentaire vise à mutualiser les ressources pour mieux contribuer à l'atteinte des résultats attendus. L'exercice de cette année revêt un caractère particulier car sa mise en œuvre doit refléter les principales recommandations de la dernière session du Conseil des ministres du programme tenu en juillet 2015 ici à Niamey. Il s'inscrit également dans la dernière ligne droite du cycle de vie du programme, si on sait que la fin de cette phase opérationnelle est prévue actuellement en juin 2016. La planification conjointe transfrontalière a l'avantage de garantir que les préoccupations des États membres bénéficiaires du PAPE sont prises en compte et que les conséquences de décision sont pleinement évaluées. C'est pourquoi j'estime que le présent atelier constitue une étape importante dans la vie du programme. Une rencontre de haut niveau des spécialistes de la question qui trouvent son bien fondé dans la protection de la biodiversité. 2012, c'était à Cotonou, 2013 à Ouagadougou, 2014 à Lomé et 2015 ici à Niamey, puisque ce sont les 4 États membres qui sont bénéficiaires du programme. Il y a une phase de capitalisation des acquis pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais se nous préparer par rapport au 11e FED, puisque le complexe également peut être choisi comme entité pouvant bénéficier de cet appui. Donc nous sollicitons nos autorités en tout cas à accompagner le programme, à faire le plaidoyer pour que non seulement ce qui est prévu puisse réaliser correctement en vue d'avoir de très bons résultats, mais également faire tout le lobbying auprès des partenaires techniques et financiers pour assurer la suite du programme. Au terme de cet atelier de 3 jours, les résultats qui seront issus des réflexions menées auront à alimenter l'élaboration, voire la finalisation des futurs plans de travail annuels utiles pour chaque acteur intervenant dans le complexe WAPO.
Sous le haut parrainage de l'école d'esthétique Conseil Formation de Paris et l'Académie internationale de beauté de Douala, l'Institut de formation professionnelle au métier de l'esthétique et de la coiffure du Niger a procédé hier après-midi à la rentrée académique de Foka Beauty Academy, une toute première école du genre créée par Madame Foka Aminata. Compte rendu Adam Soumana et Sadoudoumi. Ces dames et sœurs se trouvent bel et bien dans une salle de classe, mais pas pour prendre des cours. Cependant, leur présence en ces lieux marque la rentrée académique au niveau de la toute première école d'esthétique et de coiffure au Niger, dénommée Foka Beauty Academy. Cet institut de formation professionnelle offrant au-delà de l'enseignement général une maîtrise dans plusieurs disciplines ayant trait à la coiffure, l'esthétique et le cosmétique est l'œuvre d'une digne fille du pays à la personne de Madame Foka Amina Midou. Cette présence me réconforte et me conforte dans cette initiative. Je devrais dire dans cet engagement qui est celui d'apporter ma modeste contribution à la lutte contre un fléau endémique, le chômage, notamment celui des jeunes filles. Une situation qui les rend fragiles et dépendantes et qui les empêche d'apporter leur soutien à leur mari. Pourtant, elles constituent une remarquable force de travail et elles sont animées d'une farouche détermination de s'en sortir. Mais elles n'ont pas toujours, malheureusement, les armes nécessaires pour prendre en main leur destin. C'est pourquoi cette académie constitue à mes yeux un outil, un tremplin, un cadre propice pour leur fournir cette indispensable connaissance. Les personnes physiques et morales qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'aboutissement du projet Foka Beauty Academy ont à cette occasion loué cette initiative tout en s'engageant à apporter leur soutien pour l'épanouissement de cette école. N'ayez pas peur, nous avons l'expertise qu'il faut. Nous avons la compétence qu'il faut, nous avons le matériel qu'il faut. C'est vraiment une école. C'est vrai, c'est une première ici, mais c'est une école. Le projet de Madame Foka, bien sûr, est un exemple parfait de ce que peut être la diaspora en faveur du développement. Donc, le ministère de l'enseignement professionnel et technique est vraiment de cœur avec vous et vous soutient dans toutes vos activités. Elle est d'un dynamisme qui n'a pas besoin de ma personne. Et elle m'aide. J'ai beau faire, elle reste ma femme. Donc j'ai du mal à la voir en chef d'entreprise, mais j'ai toujours cru en elle. Elle s'inscrivait dans quelque chose auquel nous croyons, elle et moi, qui est de dire il faut diminuer cette précarité dans laquelle sont installées nos sœurs, et que quand on est dans la diaspora, on doit pouvoir apporter quelque chose à son pays. Je tiens particulièrement à saluer le leadership extraordinaire de Madame Foka, qui s'investit vraiment avec beaucoup de créativité, beaucoup d'initiatives dans la formation professionnelle. À noter qu'auparavant, l'assistance au rang de laquelle les membres de la famille de la fondatrice de l'école ont eu droit à une visite guidée des différentes salles composant l'institut. Une initiative combien louable qui doit faire école chez les autres Nigériens de la diaspora pour le bien-être de leurs frères et sœurs restés au pays. Pour ceux et celles qui rêvent d'embrasser les carrières d'esthéticiennes, de coiffeuses, Foka Beauty Academy vous offre la possibilité de réaliser ce qui vous est plus cher. L'excellence pédagogique de Foka Beauty Academy fait la force de son groupe. Sur le plan sportif, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Hima, a animé hier une conférence de presse où il a abordé diverses questions d'actualité sur le football nigérien, tout en appelant à la mobilisation pour le match Niger-Cameroun du vendredi prochain. Compte rendu à Brazak, Idrissa et Cheb Guisso. À l'entame de cette conférence de presse du colonel-major Jibril Ahima Hamidou, dit Pelé, un chapelet de remerciements à tous ceux qui ont contribué à la qualification de la version des joueurs locaux du MENA national au CHAN Rwanda 2016. Le président de la Fédération nigérienne de football a fait une mention spéciale à l'encadrement technique de l'équipe. La Fédération nigérienne a fait appel à un encadreur expatrié qui est M. François Zawi. Tenons à le remercier parce que tout le monde sait dans quelles conditions il a accepté de venir aider le Niger. Je confirme qu'il n'est toujours pas sous contrat. Nous nous débrouillons pour essayer de le faire vivre. Nos remerciements vont aussi aux encadreurs nationaux, notamment son adjoint qui est Cheikh Omar Diabaté et Ali Django et tout le staff médical
eux-mêmes sont concernés par la chose, parce qu'eux-mêmes sont sans contrat, je voudrais dire. Il faut quand même remercier ces gens-là pour leur bonne volonté. Une large place a ensuite été réservée à l'affaire dite du match amical Niger-Nigeria qui a défrayé la chronique ces derniers temps dans le monde footballistique nigérien. Un match que la FENIFOOT aurait monnayé espèce sonnante et trébuchante aux dirigeants du football nigérian. Quand on a négocié avec le Nigeria, on n'a jamais eu un contact quelconque avec la fédération du Nigeria. C'est un agent match qui organise les matchs du Nigeria, c'est lui qui nous a contactés. C'est un contrat formel qu'on a fait avec lui. Quand il nous a contactés, on a dit oui, nous sommes vraiment intéressés par un match amical aussi, mais nous n'avons pas les moyens de nous transporter. Ce qui n'est pas nouveau. Il a dit ok, eux ils vont réfléchir, ils vont voir comment nous aider pour le transport. Ils nous ont proposé effectivement une somme de $50 000 pour assurer notre transport. Finalement, je crois qu'il y a une histoire de transport interne ou des frais internes qu'il a prélevés, $2 000. C'est $48 000 qui ont été virés dans les comptes de la FENIFOOT, le compte 301 de la FENIFOOT. Maintenant, d'où sort cette invention on nous a donné 75 millions ou je ne sais pas quoi, ou $150 000. Quand des gens se saisissent pensant qu'ils ont trouvé quelque chose, alors c'est quelque chose de faux, nous nous sentons à devoir de rétablir la vérité. La meilleure manière de rétablir la vérité, c'est justement la justice. Nous avons été en justice. Maintenant, les formes, de tous les manières, ça sortira là-bas. La conférence a pris fin avec un double appel à la mobilisation. Mobilisation d'abord autour du MENA pour sa confrontation du vendredi prochain face au Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2017. Mobilisation ensuite autour du MENA composé des joueurs locaux qui jouera la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2016 au Rwanda. Relativement au match Niger-Cameroun, sonner la mobilisation, c'est l'objectif de la série de rencontres avec les différentes FADA de la capitale, entreprise cet après-midi par le président de la FENIFOOT. Et c'est le quartier Kouarategui qui a constitué le point de départ contre Randy Ibrahim Tikere et Nasser Sedou. C'est désormais une habitude pour le premier responsable de la Fédération nigérienne de football de prendre son bâton de pèlerin pour aller à l'encontre des FADA de football de différents quartiers de Niamey. Un exercice qui a débuté par le quartier Kouarategui où le colonel-major Pelé a débattu sans détour sur plusieurs questions de l'ordre du football nigérien. Mais le plus important, c'est la mobilisation du public pour ce vendredi 13 novembre 2015 pour le match Niger-Cameroun. C'est un challenge pour nous. On a l'habitude de se frotter aux gants. On va essayer d'encore faire parler d'hier. En tout cas, donc pour cela, nous avons besoin que les gens nous remplissent encore notre entre que le stade général Kountié. Voilà pourquoi j'ai décidé de repartir vers les FADA et les populations, les supporters pour pouvoir faire la mobilisation. Les amateurs du ballon rond ont promis au président de la FENIFOOT d'accompagner le MENA à la victoire à travers la présence au stade et des prières. Je l'ai dit partout, je demande aux jeunes vraiment de faire l'effort en venant au stade, de supporter. Supporter, c'est quand même encourager son équipe, faire du bruit. Mais l'un des facteurs les plus importants qui marque le patriotisme et qui fait vibrer les joueurs, c'est l'hymne national. Quand l'hymne national est chanté et scandé dans le stade par tous les supporters, ça fait vibrer les cœurs et ça fait vibrer le patriotisme. Ça pousse à l'exploit. Après le quartier Kouarategui, d'autres FADA des différents quartiers de la capitale recevront la visite de la délégation du président de la FENIFOOT. Au centre des échanges, un seul mot d'ordre: impossible n'est plus nigérien, et les lions indomptables du Cameroun sont prévenus. L'Europe est appelée à se réformer. David Cameron a posé ses conditions pour éviter une sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un référendum pourrait avoir lieu l'année prochaine. Le point avec Lucie Débiol. C'est le lancement officiel de sa campagne auprès des dirigeants européens. David Cameron entame ce mardi les négociations sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Avec un maître mot, la flexibilité. L'Union européenne doit changer. Elle doit devenir plus compétitive pour faire face à la montée d'économies comme celle de la Chine et de l'Inde. L'Union a aussi besoin de plus de crédibilité démocratique envers les parlements nationaux et par-dessus tout, elle doit fonctionner avec la flexibilité d'un réseau et non pas la rigidité d'un bloc.
Concrètement, Londres veut moins dépendre de Bruxelles et pose ses conditions pour rester dans l'Union. David Cameron exige notamment que les États non membres de la zone euro ne soient pas discriminés. Il milite aussi pour un marché unique plus compétitif, l'exclusion de la Grande-Bretagne de toute union plus étroite et l'octroi à son pays d'un plus grand contrôle de l'immigration. Des points qui doivent être négociés alors que les Britanniques seront consultés par référendum avant la fin 2017. Si nous votons pour une sortie de l'Europe, alors nous partirons. Il n'y aura pas de renégociation ou un autre référendum. Donc je veux dire à mes confrères européens, c'est notre seule chance de faire ça bien pour le Royaume-Uni et pour toute l'Union européenne. David Cameron a soutenu lundi qu'il n'avait aucun attachement sentimental à l'Union européenne. Le ton est donné avant un sommet européen très attendu en décembre. Les Birmans vont devoir faire preuve de patience. En effet, le décompte des voix se poursuit 2 jours après les législatives. Les résultats tombent au compte-gouttes. Le parti de Aung San Suu Kyi est certain de l'emporter. Axel May pour le récit. À Rangoon, la presse matinale fait sa une sur la victoire annoncée d'Aung San Suu Kyi. J'espère que nous serons libérés de toute répression. Je pense que le parti d'Aung San Suu Kyi peut nous apporter la liberté. Moi, je n'ai que l'expérience de gouvernements qui nous ont toujours contrôlés. Je doutais de la publication des résultats, mais finalement j'ai entendu dire que la Ligue nationale pour la démocratie a déjà gagné dans beaucoup d'endroits. Même si le dépouillement des bulletins prend encore trop de temps, selon le parti d'Aung San Suu Kyi, dépouillement qui se fait sous le contrôle des observateurs internationaux. Le processus électoral s'est mieux déroulé que ce qui était attendu. Mais il faut plus de réformes pour s'assurer que des élections entièrement libres puissent avoir lieu dans le futur. À la chambre basse du Parlement, la plus importante, les résultats donnent pour l'instant une victoire écrasante de la Ligue nationale pour la démocratie. Selon ses dernières projections, le parti d'Aung San Suu Kyi va remporter 75% des sièges, et ce, malgré la présence au Parlement de 25% de sièges réservés à des militaires pro-régime et non élus. Si les résultats se confirment et que la Ligue nationale pour la démocratie obtient la majorité absolue au sein des 2 chambres, elle pourra choisir le nouveau président. Certes, la Constitution ne permet pas à la dame de Rangoon de briguer le poste, mais après des décennies de dissidence, Aung San Suu Kyi a prévenu la junte. En cas de victoire de son parti, elle se situera au-dessus du président. Un scandale de corruption et de dopage présumé dénoncé hier. La Russie est dans le viseur. Première répercussion, le laboratoire antidopage de Moscou n'est plus accrédité. Pour les Russes, les accusations portées contre eux sont infondées. Récit Grégoire Naboulé. En 20 ans de carrière, Muriel Urtis a connu autant de podiums que de grandes désillusions. Aujourd'hui, face aux révélations sur les pratiques de la Russie, elle se dit que certains de ces échecs ne l'ont pas été pour les bonnes raisons. J'ai récupéré 4 médailles sur tapis vert, on parle d'une 5e à venir, donc c'est vrai que ça commence à chiffrer et c'est assez frustrant, c'est rageant, c'est des moments qui nous sont volés. Donc oui, forcément, on a été lésés par ces athlètes et par cette nation. D'une part, ce sont des athlètes qu'on ne voyait pas sur les meetings européens, c'était des athlètes qui faisaient des meetings uniquement chez eux, les meetings de Moscou, les championnats nationaux. Autrement dit, les athlètes russes profitaient selon elle de la complaisance de leur fédération. Alors combien de médailles, combien de titres sont concernés ? En 2011, la Russie, c'est 19 médailles aux championnats du monde, 16 en 2013. En 2015, après les premières révélations et le début de l'enquête, seulement 4. Un palmarès peut-être biaisé et des carrières chamboulées. Forcément, il y a des podiums qui ont été lésés et ça c'est aussi l'effet papillon parce qu'avec plein de conséquences, la personne qui est 4e qui monte pas sur le podium, la personne qui est 9e qui va pas en finale, et quand on est sur un podium ou quand on est finaliste, ça peut changer aussi le destin d'un athlète par rapport à l'aide qu'il peut avoir dans son club, par rapport à l'aide financière qu'il peut avoir avec sa fédération. Aujourd'hui, des athlètes comme ce marcheur australien réclament déjà les médailles qu'ils auraient dû avoir autour du cou. Certaines fédérations désirent même une mise à jour du palmarès des Jeux Olympiques de Londres. La Russie, elle, continue de se défendre et assure vouloir coopérer avec l'Agence mondiale antidopage. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée.